pourquoi cette série de webinaires sur le thème du bâtiment durable et dans quel cadre ça s'inscrit? En fait, la région, l'État et l'ADEME ont souhaité décliner en Occitanie, la démarche du plan bâtiment durable, qui a été initié en 2009 au niveau national. Et l'objectif, c'est vraiment de mieux échanger, partager, les bonnes pratiques et mobiliser plus largement tous les acteurs qui sont concernés par cet enjeu d'avoir un bâtiment plus sobre et de manière globale plus durable, qu'on ait, des villes et un environnement plus plus sain autour de nous. Donc en mars 2021, en fait, on a signé un accord de partenariat entre l'État, la région, l'ADEME et le plan bâtiment durable, donc national, pour acter la déclinaison de cette démarche en Occitanie. Notre objectif à court terme, c'est, vraiment de dégager des bonnes pratiques, hein, issues de vos retours d'expérience, pour les valoriser et puis qu'elles diffusent largement, à la fois dans la région et si possible évidemment, au-delà. Pour ça, en fait, on a imaginé que chaque acteur puisse traduire dans un document sa volonté de participer. Alors on l'a appelé le pacte d'engagement, mais l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait, une traduction de ce que vous faites au quotidien pour œuvrer sur cette thématique-là et avoir cette contribution, ça nous permet d'identifier des acteurs, à valoriser. Et en échange, donc, ce qui a été mis, en place, au dernier trimestre 2021 à peu près ou pendant l'été, d'une part un site internet, vous avez le lien, sur la slide, où il y a, une cartographie, donc sur la base des acteurs qui se sont identifiés, une cartographie des acteurs. On fait une valorisation. On a imaginé, l'acteur du mois, donc tous les mois, il y a un acteur qui est mis en avant. Il y a également des newsletters et puis, des événements comme celui-ci qui sont là pour, à la fois transmettre, des méthodes, des outils et faire des retours d'expérience, concrets, d'acteurs qui sont sur notre région. Donc en parallèle de ces outils, on a initié fin 2021 3 groupes de travail. Et l'objectif, c'était vraiment de faire travailler ensemble des acteurs qui souvent, travaillent non pas ensemble, mais côte à côte, à savoir autant des bureaux d'études que des maîtres d'œuvre, des entreprises, des exploitants, des gestionnaires de patrimoine et puis pour la partie, aménagement des aménageurs évidemment, des entreprises des travaux publics. Et on avait identifié donc 3 sujets, prioritaires pour différentes raisons. Hem, vous les avez là, donc il y a le 1er sur, la thématique, et les démarches énergie Sprong, le second sur, les bâtiments efficients et le dernier plutôt sur, la notion de recyclage des quartiers. Les 3 webinaires qu'on propose donc à la fois aujourd'hui, le 21 et le 28 octobre prochain, ça vient vraiment traduire des messages, des méthodes, qui ont été, mis en exergue par le groupe Bâtiments efficients et qu'on a souhaité partager avec vous, aujourd'hui. Sandrine? Alors ce qui nous a guidés dans le groupe de travail, c'est vraiment, amener donc les différents acteurs que j'ai déjà cités, à vraiment se questionner sur leur méthode, leur organisation, pour intégrer collectivement l'obligation de résultat. Aujourd'hui, il y a différents, enjeux, notamment réglementaires qui sont venus se greffer là-dessus. On peut plus se permettre de construire ou de rénover, un bâtiment, sans vraiment avoir à l'esprit qu'en finale, l'objectif, c'est pas tant d'avoir un programme exemplaire, mais vraiment d'arriver à un résultat en bout de course à la fin de ces travaux et surtout en phase exploitation. Donc l'enjeu, majeur aujourd'hui, sur cette thématique, il est là. L'objectif, c'était aussi de ne pas parler que d'énergie, d'essayer d'élargir le champ à d'autres, obligations. Donc ça, c'est un sujet qui ne sera pas présenté, mais sur lequel
on reviendra à l'occasion parce que, travailler sur d'autres thématiques comme je pense notamment à l'eau peut devenir dans certains secteurs vraiment, fondamental. Donc la méthode, bah, c'est la méthode générale, du plan bâtiment durable, à savoir s'appuyer sur des témoignages d'acteurs, des différents métiers, des retours d'expérience concrets et puis donc dégager de toute cette réflexion des outils et des méthodes et travailler, collectivement sur les points bloquants qui empêchent aujourd'hui la large diffusion de ces outils et méthodes. Sandrine? Oui, Donc aujourd'hui dans le webinaire de ce matin, consacré à la démarche globale d'un maître d'ouvrage. Il y aura deux intervenants, donc Philippe Devers, vice-président, d'Envirobat Occitanie, qui fera la présentation, de la démarche telle que et donc des messages essentiels qu'on a souhaité partager avec vous aujourd'hui. Et puis, ensuite Emmanuel Diez, pardon, du conseil départemental du Gard, présentera, 2 retours d'expérience, concrets, sur, le patrimoine donc du département. Je te laisse la parole, Philippe. Très bien, bonjour à Philippe, toutes et tous. petite précision, juste, j'ai réessayé de reparamétrer. Est-ce que peut-être tu peux prendre la main sur Non, le ça marche. déroulé? Ah, peut-être. C'est toi qui l'as fait avancer ou c'est moi? Bah, si tu peux, tu le fais, sinon je le ferai, sans problème. Tu Donc, c'est me fais la signe. première diapo sur laquelle j'ai prévu d'intervenir. Donc, moi, je suis chargé de vous relater les résultats du groupe de travail bâtiment efficient et qui a fait l'objet d'une fiche qui se trouve sur le site du plan bâtiment durable Occitanie. Donc, d'abord, une définition des bâtiments efficients. Qu'est-ce que c'est un bâtiment efficient? Eh bien, il y a deux éléments. D'abord, une référence aux impératifs écologiques qui concernent plusieurs thèmes, l'énergie bien sûr, mais pas seulement. Et puis, deuxième thème, deuxième élément qui caractérise un bâtiment efficient, c'est y consacrer le moins de ressources possible. Hein, c'est la définition du mot efficient. Mais on verra que finalement, ça nécessite quand même pas mal de réflexion et de moyens. On est donc en fait dans une évolution de nos pratiques. Hein. On a le contexte climatique qui nous impose de changer de pratique et donc cette présentation s'inscrit dans cette optique-là. Alors je crois qu'on a un donc Alors, oui, du coup, on vous proposait, en allant je vous ai viens de vous transmettre un lien pour participer à un quiz et ce quiz, c'est un peu pour, reconnaître, enfin, recueillir votre vision du bâtiment efficient. Donc si vous, récupérez, le lien qui figure dans la conversation, on se retrouve, sur un tableau qui va vous permettre de vous exprimer sur, votre vision du bâtiment efficient. Pour ce faire, on se donne, très peu de temps, 1 minute. Donc là, je fais partir un petit chrono. Enfin, quand je vois que vous êtes sur le site, je vois qu'il y a 15 personnes qui sont déjà arrivées. Donc voilà, on vous demande de nous dire, en déposant un post-it, grâce au petit plus qui est au centre en bas de la fiche, de nous indiquer quelle est, votre vision du bâtiment et comment obtenir surtout des bâtiments efficients, quels outils, quelles méthodes, quelles attitudes et d'autres indications que vous voudrez bien apporter. Voilà, donc c'est à vous de dire. Pour 1 minute, on se retrouve à 11h45. Donc Sandrine, tu feras défiler les diapos parce que ça ne marche pas. D'accord. D'ailleurs, tu peux passer à la diapo suivante. Mmh. En parallèle des questions sur, Klaxoon, si vous avez des questions vraiment spécifiques aux différentes interventions, mettez-les bien évidemment dans la conversation, on fera des points d'échange, à certains moments. Sandrine, tu pourras faire la synthèse des réponses?
D'accord. Ah, très bien. Okay, tu l'affiches. En direct, alors c'est vrai que... Je veux le faire de mon côté parce que je ne savais pas que j'allais pouvoir visualiser. Très bien. Alors, par contre, le paramétrage est un peu petit. Et n'hésitez pas à rassembler vos post-it pour ceux qui le peuvent, parce qu'effectivement, on a laissé un cadre large. Et, tu peux grossir, Sandrine? oui, oui, je vais pouvoir, une fois que les éléments seront rassemblés. Donc, si on s'est laissé très peu de temps, je vois qu'il y a eu on va arrêter là. Mais donc, sur les outils, qu'est-ce qu'on signale? Des éléments qui parlent d'outils concrets comme le commissionnement. Est-ce que Philippe, tu veux le commenter Oui, d'abord, moi je vois que vous êtes très prolixe, hein, et que c'est un thème qui vous intéresse, et vous êtes, en tout cas au moins pour certains d'entre vous, déjà bien outillés, bien informés de la façon d'obtenir des bâtiments efficients. Je vois notamment le commissionnement qui apparaît, l'intérêt de faire des études en amont, la formation. Alors, je ne lis pas tout parce que c'est assez petit. Ça, c'est pour la partie outils. Dans la partie méthode, on retrouve le commissionnement, on retrouve optimisation de l'espace. J'ai vu apparaître dans les attitudes les éco-gestes, sobriété, coopération, chef d'orchestre, c'est intéressant. Voilà, donc c'était simplement un petit quiz d'introduction, hein, pour que vous puissiez vous positionner et pour rendre la présentation plus agréable. Connaissant du climat à venir, hein, dans la partie autre, intéressant, on est sur... Enfin, c'est ce que je comprends, hein, c'est sur ce que nous apportent les rapports du GIEC, mais qui peut faire l'objet d'autres informations, d'autres présentations que celle d'aujourd'hui. Bon, je vous propose qu'on arrête là et qu'on revienne au diaporama et à la première diapo. Merci à vous. Donc, première diapo pour situer finalement un projet dans ses différentes phases. Et ces différentes phases qui sont en général les 3 premières phases: programmation, conception, réalisation. D'habitude, quand on mène un projet, on s'attache à ces 3 phases-là. Le projet s'arrête quand la phase de réalisation est terminée, c'est-à-dire lorsque la réception des travaux a eu lieu. Et on a déjà du mal à transmettre, à avoir une bonne transmission des informations d'un acteur à l'autre, parce qu'il y a de multiples acteurs. Et alors, c'est encore plus compliqué quand on ajoute la phase d'exploitation, qui n'est pas compris traditionnellement dans les projets. Mais c'est important puisque c'est là où se mesurent les résultats. Hein, c'est bien beau d'avoir fixé des objectifs intéressants, ambitieux en phase de programmation, mais si on ne va pas voir comment ça se passe concrètement, quel est le résultat, eh bien c'est un peu dommage, on passe à côté d'une partie du travail à faire sans doute. Donc maintenant, on considère qu'il faut intégrer cette phase d'exploitation, fonctionnement finalement dans le projet. Hein, ça fait partie du projet de voir, de vérifier quels sont les résultats. Ça fait partie du projet de s'attacher à ce que les conditions d'exploitation soient les meilleures possibles. Diapo suivante. Et donc, on doit finalement enjamber la réception, puisque c'est la réception qui marque le passage d'un groupe d'acteurs à un autre groupe d'acteurs. Hein. Dans les phases amont, on a concepteur, entreprise, travaux, maître d'ouvrage, bien sûr. Dans les phases aval, on a les usagers, on a les exploitants, on a les services qui entretiennent. Et même le maître d'ouvrage change. On parle de maître d'ouvrage dans les phases amont, programmation, conception, travaux. Mais on parle de gestionnaire de parcs immobiliers, de parcs bâtis dans la phase d'exploitation, fonctionnement. Donc il y a un changement d'acteur complet.
Et donc, c'est, comme je le disais, normal maintenant, intéressant, mais même normal de s'intéresser aux résultats que l'on vérifie en phase aval, hein, lors de l'exploitation. Et puis, ça évite aussi des déboires. Chacun d'entre nous, on a pu constater que si on n'avait pas bien pris en compte l'exploitation dans les phases amont, eh bien, on subit des surconsommations. L'objectif de consommation n'est pas atteint, et même on a des surconsommations auxquelles on ne s'attendait pas. On a des dysfonctionnements, on ne sait pas parfois même régler des équipements, on a des plaintes des utilisateurs, on a des surcoûts des contrats d'exploitation de gestion. Donc vraiment, il y a non seulement l'objectif d'avoir une culture du résultat, mais également un objectif de mieux gérer cette phase d'exploitation, de mieux l'intégrer dans les phases amont, programmation, conception, travaux, de façon à avoir un résultat optimum. Merci. Donc, on est amené à anticiper dans les phases amont les exigences de la phase d'exploitation fonctionnement, c'est-à-dire quel est le niveau de performance attendu, bien sûr, quelles sont les contraintes à respecter, les consignes, quelles sont les exigences. Alors, on a souvent quand on cherche à associer les exploitants techniques ou les services d'entretien aux phases de programmation, par exemple, parce que c'est intéressant de faire dès ce moment-là, ce sont des services qui souvent n'ont pas l'habitude d'être interrogés et peuvent avoir du mal à s'exprimer et à exprimer quelles sont leurs exigences, quelles sont leurs attentes. Donc, je crois qu'il ne faut pas se décourager et il faut, au fil du temps et de projet après projet, ces services-là, ces personnes-là, ces acteurs-là, hein, de la phase d'exploitation vont pouvoir exprimer leurs attentes plus facilement. Il faut aussi, dès la phase de programmation, s'attacher à bien définir quels sont les documents qu'on attend en fin de chantier. Hein, le dossier des ouvrages exécutés, souvent, n'est pas forcément complet pour être simple. Hein, on pourrait employer des mots plus durs. Et puis, il n'est pas orienté exploitation. Donc, c'est important d'avoir des documents de fin de chantier qui soient orientés exploitation, c'est-à-dire utilisables facilement par les équipes d'exploitation et d'entretien. Et également les usagers également, qui font partie des acteurs de cette phase-là. La formation des équipes qui vont s'attacher à l'exploitation et à l'entretien est bien sûr importante. Diapo suivante. Non, avant. Voilà. Elle est synchronisée? Non. Donc, on est amené non seulement à associer dans les phases amont, notamment la programmation, les équipes d'exploitation, les équipes d'entretien, les usagers. Et puis, il faut qu'on essaie d'imaginer comment enjamber la réception, hein, comment gérer au mieux la réception et faire en sorte que finalement, les équipes qui étaient en charge de la conception des travaux puissent être présents aussi lors des premières phases, des premières années d'exploitation maintenance, parce que c'est là où se mesure le résultat. Donc, il faut avoir des exigences fortes sur la réception. Il faut indiquer dès la phase de programmation, et évidemment dans le DCE après, comment on va gérer la réception, quels sont les essais que l'on va demander, les essais statiques, les essais dynamiques. Et puis, il faudra gérer les essais dynamiques parce qu'on peut réceptionner au mois d'août, hein, un projet, et puis les essais de l'hiver ne seront pas faits. Donc, il faut pouvoir penser à la façon dont on va réaliser ces essais saisonniers. Alors, il y a une mission très intéressante, et certains d'entre vous au moins la connaissent, hein, c'est le commissionnement. Il y a un webinaire qui sera dédié à cette mission-là. Donc, je ne ferai qu'en donner la définition et indiquer quels sont ses avantages. Le commissionnement, c'est une démarche de qualité
pour favoriser de bonnes conditions d'exploitation et favoriser l'atteinte des résultats, notamment en termes de consommation d'énergie. C'est un peu la parole de l'exploitation dans les phases amont, que sont la programmation, notamment la conception et les travaux. C'est donc une mission très intéressante qui aide le maître d'ouvrage à bien prendre en compte les conditions de la phase exploitation-maintenance dans les phases amont. Et puis, on peut penser à expérimenter des choses un peu nouvelles, par exemple, de donner comme mission aux concepteurs et à entreprises de CVC, par exemple, quand on reste sur la thématique énergie, de leur donner une mission d'exploitation la première année qui suit la réception, ou voire 2 ans. Hein, ça permet... Philippe, ton micro a été coupé intempestivement, je pense. Oui, je ne sais pas à quel moment ça s'est coupé, mais donc je disais que ça peut être intéressant d'engager les concepteurs et les entreprises de CVC, pour en rester à la thématique énergie, de les engager sur les premières phases, première année, deuxième année de la phase d'exploitation. C'est comme ça qu'ils peuvent vraiment faire la preuve que les objectifs que l'on a définis en phase programmation, mais également vérifiés, voire ajustés dans les phases suivantes, faire la preuve que leurs objectifs sont bien atteints. C'est comme ça aussi qu'on peut s'assurer que les conditions d'exploitation sont bien adéquates, optimales, hein, et qu'on n'aura pas de déboires après quand les acteurs concepteurs et entreprises de CVC quitteront les lieux. Cette responsabilisation peut entraîner un engagement moral, voire un engagement financier. Hein, il y a des possibilités de suivre un peu l'atteinte des objectifs au fil du temps, définir en phase de programmation, vérifier, éventuellement ajuster, si possible pas, mais c'est pas arrivé qu'on soit ajusté en phase de conception, et puis vérifier en phase d'exploitation. Je n'irai pas plus loin aujourd'hui que d'indiquer qu'il y a des protocoles qui existent, hein, notamment le protocole IPMVP, qui peut même s'appliquer dans le neuf. C'est délicat à manier, mais c'est possible. C'est un protocole américain qui permet de s'assurer de comparer finalement les résultats que l'on constate, que l'on mesure aux objectifs de départ. Donc, c'est une réflexion à avoir, un ensemble de réflexions à avoir, comment mieux gérer la réception, comment mieux l'enjamber pour raccorder finalement ce qui se passe dans les phases aval, conception, réalisation, et ce qui se passe dans les phases amont, conception, réalisation, et ce qui se passe dans la phase aval, entretien, exploitation, usage. Diapo suivante. Donc là, je vous ai parlé de la façon de gérer, d'intégrer la phase d'exploitation dans les phases amont, mais on peut élargir le sujet et on s'aperçoit que pour des bâtiments efficients, il est intéressant d'avoir une démarche globale au niveau de la maîtrise d'ouvrage. Démarche globale où le groupe de travail imaginait quatre items, 4 éléments qui le caractérisent. D'abord, une stratégie définie au niveau du projet au milieu du patrimoine. On sait bien que le décret tertiaire pour les équipements tertiaires conduit à avoir un peu un schéma directeur immobilier, hein, qui permet de savoir, de mieux connaître le patrimoine et de savoir quelle est sa destination, location, quel usage, comment mutualiser les usages. Ça fait partie de la stratégie. Deuxième élément, il faut s'attacher à avoir des objectifs ambitieux mais réalistes, hein, ambitieux notamment en termes environnemental bien sûr, mais pas seulement, qui sont définis très en amont, c'est-à-dire dès la phase de programmation. Et on y reviendra, mais c'est dès cette phase-là qu'il faut s'attacher à définir des objectifs, encore une fois, qui soient suffisamment hauts, performants, ambitieux, mais dont on vérifie le réalisme. Hein. Il y a un équilibre à trouver entre ces deux éléments contradictoires.
Troisième élément, il faut une dynamique d'acteurs. Il faut passer des contrats et choisir des acteurs qui nous permettent de ne plus avoir des discussions sur les missions, sur les montants. C'est facile à dire, mais c'est un peu l'objectif à avoir, et qui permettent de créer une dynamique d'acteurs. On sait bien qu'un bâtiment, c'est aussi une aventure humaine. Et c'est important que le maître d'ouvrage ait le souci de créer cette dynamique, de souci que chacun des acteurs puisse s'engager, s'impliquer et finalement participer à un travail collectif. Un bâtiment, comme beaucoup d'actions, c'est un travail collectif où chacun doit avoir sa place, doit bien connaître sa place, doit bien connaître sa mission, mais chacun a sa place, mais travaillent ensemble pour un objectif bien déterminé. Et puis enfin, dernier élément, le modèle économique, qui n'est pas seulement le modèle économique de l'investissement, mais qui est un modèle économique qui doit s'attacher au moyen long terme, c'est-à-dire qui se préoccupe de la phase d'exploitation entretien, c'est-à-dire qui prend en compte les coûts de cette phase-là. Et là, on est sur le coût global, dont on aura un webinaire dans 15 jours, je crois. Donc voilà un peu les 4 éléments qui, pour le groupe de travail, définissent que doit être une démarche globale et qui nous paraît un préalable incontournable pour avoir des bâtiments efficients. Diapo suivante. Donc ça nécessite, vous le savez bien, une maîtrise d'ouvrage forte, impliquée, cohérente, qui a à cœur d'avoir un projet ambitieux mais maîtrisé, qui a à cœur d'assurer une continuité dans la programmation jusqu'à l'exploitation de ses objectifs, de ses exigences. Donc c'est important. Et puis qui a à cœur également de bien choisir les acteurs. C'est la diapo suivante. Voilà, c'est fondamental évidemment. Et il n'y a qu'une diapo là-dessus. Il pourrait y en avoir évidemment beaucoup d'autres. Hein. C'est un thème en soi. Il faut bien choisir les acteurs et il faut avoir des contrats de qualité. Alors, bien choisir les acteurs, ça veut dire que les cahiers des charges doivent être clairs dans les missions, dans les exigences, dans les besoins à satisfaire. Il faut avoir sans doute appréhender les risques et essayer évidemment dans ces contrats d'anticiper sur les risques. Il faut des critères de choix adaptés au niveau des candidatures et des offres, et puis un rapport d'analyse des offres qui soit juridiquement élaboré. Et sans doute faut-il s'attacher à détecter les offres anormalement basses et à ensuite évidemment éliminer les candidats dont l'offre s'avérait trop basse. Rien ne sert d'avoir un acteur dont manifestement le prix ne correspond pas à la mission. Et puis, une fois que l'acteur est retenu, c'est peut-être intéressant d'avoir avec lui une relecture de sa mission, pour bien vérifier que c'est bien compris. Et puis, bien sûr, il faut s'attacher à piloter l'exécution du contrat, qui nécessite une vigilance du maître d'ouvrage, une exigence du maître d'ouvrage, ne pas évidemment, vous le savez bien, hésiter à se montrer exigeant vis-à-vis des acteurs. Diapo suivante. Alors, la phase de programmation est évidemment fondamentale. C'est lors de cette phase-là que se déterminent les enjeux, que se déterminent les besoins non pas immédiats de la livrée que l'on aura à satisfaire le jour de la livraison, mais les besoins à moyen terme au moins, si ce n'est long terme. Et donc, il y a évidemment à bien s'attacher à évaluer ces besoins avec les utilisateurs, mais également avec les équipes chargées d'entretien et d'exploitation. On a besoin d'un maître d'ouvrage visionnaire qui puisse interroger les usagers, notamment sur les besoins futurs. On sait bien que la façon dont un service est rendu évolue dans le temps, et donc on livre pas. Il ne s'agit pas de livrer un projet qui devient obsolète dans l'année qui suit sa livraison. Et puis, alors
Oui, dernière condition importante au niveau de la programmation, c'est l'adéquation de l'enveloppe financière du maître d'ouvrage. On sait bien que si on a des objectifs qui sont très ambitieux, une enveloppe financière qui est insuffisante, n'est pas à la hauteur de l'ambition, eh bien on s'expose à des débours importants dans la conduite de l'opération, jusqu'à la résiliation de marché et à la relance d'une phase de consultation, de choix d'acteurs. Donc voilà, cohérence, ambition, réalisme. Cohérence, c'est vision, c'est un peu les mots-clés de cette phase-là. Diapo suivante. Donc ça nécessite de mobiliser des compétences pour cette phase de programmation et pour les suivantes, mais notamment pour cette phase de programmation, pour définir les besoins, définir les objectifs, notamment en matière environnementale. J'ai mis dans cette diapo quelques thématiques à mobiliser. Alors évidemment, les compétences sont à définir par rapport au contexte de l'opération. Chaque projet peut nécessiter des compétences différentes. Alors ces compétences, on les a soit en interne, soit en externe. Et il ne faut pas hésiter à recourir à des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les compétences que l'on n'a pas en interne. Et quand on a une assistance à maîtrise d'ouvrage, on ne délègue pas sa décision. Vous le savez, le maître d'ouvrage n'est pas dépossédé de ses décisions, il est simplement aidé, accompagné, pour que la décision soit prise en connaissance de cause. Alors, ça peut être intéressant que l'AMO ait une mission dans la durée, pour qu'il puisse être à la fois à l'origine, quelque part, des objectifs, mais également au contrôle de la façon dont ça se passe, au niveau de la conception et des travaux, voire également être présent à la fin au niveau des résultats. Cette continuité de mission a paru au groupe de travail quelque chose d'important. Alors après, se pose la question de un contrat ou plusieurs contrats. Si on a un seul contrat qui regroupe un contrat d'AMO qui regroupe toutes les compétences, bien on risque d'avoir une compétence qui ne soit pas bien représentée ou pas représentée au bon niveau. Par contre, ça présente l'intérêt de la coordination. Et inversement, quand on a plusieurs contrats, on est amené à assurer une coordination de ces contrats, mais on a, en théorie en tout cas, la possibilité de choisir le meilleur acteur pour une compétence donnée. Donc à vous de voir au maître d'ouvrage à se poser la question du type de contrat. Il peut y avoir, en général, on le sait, de rassembler les contrats, mais ça peut être intéressant de distinguer dans un contrat particulier des missions fondamentales, comme par exemple le commissionnement. On peut associer le commissionnement, par exemple, au suivi de l'énergie, suivi des consommations d'énergie. Voilà, il y a une compétence large en matière de l'énergie qui nécessite un AMO peut-être particulier. Diapo suivante. Oui, dernier point je crois que c'est le dernier, sur la phase de programmation et après de conception. Ça peut être intéressant d'utiliser la simulation thermique dynamique. Certains parlent de simulation énergétique dynamique, pas seulement pour connaître le confort pièce à pièce, mais également pour estimer le niveau des consommations d'énergie futures. C'est un outil intéressant. On sait bien que la réglementation thermique n'est pas suffisante, n'est pas du tout un outil pour estimer les consommations futures. C'est un simple garde-fou par rapport à ces consommations futures, mais ce n'est pas du tout un outil pour estimer le niveau des consommations futures. Et donc la STD peut être l'outil adéquat. Ça nécessite de bien définir les conditions d'usage, d'exploitation, quelles sont les consignes, quels sont les fichiers météo, quelle est l'occupation, autant de données importantes pour que la STD puisse répondre à ce qu'on attendait. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Un tout petit peu. Un petit peu, mais je crois que c'est la dernière diapo. Oui, c'était prêt, c'est ça? Alors, d'abord, on va accueillir des questions et commentaires sur cette partie-là. Je vois qu'il y avait des échanges. Alors, il y a peut-être un témoignage si M. Niguet veut parler, puisque visiblement il appartient à une entreprise d'exploitation maintenance et il soulignait
voilà l'intérêt pour eux effectivement d'être associés le plus tôt possible. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, oui, Jean-Florent Niguet. Alors non, je n'appartiens pas à une entreprise Ah, d'exploitation maintenance. Je suis responsable du pôle exploitation maintenance dans une université, Jean Moulin, Lyon 3. Donc, oui, bah moi je réagissais par rapport au tout début de la présentation, là, lorsque vous disiez que les services d'exploitation maintenance avaient peut-être du mal des fois à intervenir lors de la conception, et cetera, avec les maîtres d'ouvrage, les MOE, et cetera, enfin faire partie de la maîtrise d'ouvrage et puis travailler avec les MOE. Moi, je dirais que, bah, en tout cas, dans les universités françaises, nous aujourd'hui, ça fait quand même bien, allez, entre 5 et 10 ans qu'on demandait à intervenir beaucoup plus au niveau justement de cette conception, de cette réflexion, de cette programmation, et cetera. Parce que c'est exact, on maintient derrière et on exploite. On exploite et on exploite de mieux en mieux, je dirais. On essaye vraiment d'affiner tout ce qu'on peut avec des systèmes de GTC, des choses comme ça, de réduire nos consommations, de travailler sur tous les éco-gestes, tout ce qui est aujourd'hui demandé par l'État, et cetera. Et on voit bien que toutes ces questions, elles se posent au départ. Nous, on a aussi la faculté d'être, comme on dit, d'être au plus près des usagers, ce que vous avez aussi signalé. Et donc, pareil, on apporte aussi, lors de la conception et de la réalisation, ce côté-là, de dire: «On fonctionne ainsi». Dans l'établissement, on est toujours friand d'avoir des nouvelles idées, justement. C'est toujours l'intérêt d'avoir des archis, et cetera, ou des bureaux d'études pour nous apporter, bah, une solution auquel on n'aurait jamais pensé, hein, justement, quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant. Mais, à un moment donné, on est là aussi alors justement, par le passé, on était un peu les garde-fous et on était plutôt mal vus en disant: «Attention, faites pas n'importe quoi, allez pas nous faire une terrasse, qui dépasse de 10 mètres, qu'on ne saura pas, entretenir et maintenir». Aujourd'hui, c'est pas l'objet, c'est plutôt de dire, voilà, on fonctionne comme ça, les fenêtres, elles s'ouvrent, elles se ferment, les usagers, ils éteignent pas. Voilà, donc qu'on nous apporte des solutions et qu'on mette en place des choses qui vont fonctionner, par la suite parce qu'on connaît. Parce qu'on est là aussi peut-être depuis un certain temps, ça facilite aussi bien sûr. Il y a peut-être des services ou des établissements où les gens changent un petit peu. Alors c'est vrai qu'avec, une certaine durabilité, dans le poste, on arrive à connaître certaines choses et puis à bien connaître nos établissements et nos locaux et nos bâtiments. Donc ce qui facilite cet échange. Chez nous, on y arrive réellement depuis 4-5 ans. On participe vraiment, à ces réunions. On est associés, on avait une directrice qui était pour, et cetera. Donc il y a vraiment pas de problème et on voit qu'on obtient des résultats qui sont, de plus en plus satisfaisants. Même si encore une fois, ce que vous avez dit est très important, c'est la réception. La réception pour laquelle nous aussi on apporte un visu, vraiment, précis et pour lequel on demande des résultats et des tests et des contrôles, des mesures, sur les différentes choses, surtout en CVC quoi, voilà. Et où on essaye de voir si on peut attendre, voilà, pour réceptionner financièrement, comme vous l'avez dit, parce que sinon il y a pas beaucoup d'intérêt envers l'entreprise, d'attendre, une réception finale, mais en temps et en heure. C'est-à-dire que oui, si on change un groupe froid ou si on change des climatisations ou plutôt du chaud, je veux dire, en période estivale parce qu'on a des locaux qui sont vides, on va réceptionner qu'à partir de novembre-décembre, quand on aura mis en route l'installation et voir si les résultats sont cohérents, voire même un peu plus, avec des bilans sur 1 an, et cetera, quoi. Merci pour ce témoignage qui est un bon complément. Ça m'amène à deux commentaires. D'une part, je crois qu'il y a deux secteurs dans lesquels les équipes d'exploitation maintenant sont bien développées, sont bien présentes, c'est les universités et puis les hôpitaux. Et puis d'autre part, ça m'amène à un deuxième commentaire qui concerne la valorisation des équipes d'exploitation maintenance. On a souvent dans la maîtrise d'ouvrage ou dans les collectivités en général une valorisation des équipes projets. Et c'est important de faire monter non seulement en compétences, mais également de valoriser les équipes d'exploitation maintenance qui prennent de plus en plus d'importance maintenant. Merci pour ce témoignage, en tout cas, très, très intéressant. Oui. Et puis la Donc, seconde question où j'ai rapidement répondu, mais bon, je ne sais pas si Philippe veut apporter un complément, c'était sur la qualification, alors
que j'ai traduite sous plutôt les missions d'ingénierie. Qu'est-ce qu'on pouvait exiger comme qualification spécifique sur ces volets-là? Je sais pas, c'est le commissionnement, c'est le, Il y a le c'est commissionnement, mais en fait, Oui, pratiquement bonjour. énormément de missions d'ingénierie, que ce soit CVC ou sur le bâti, font l'objet de qualifications, notamment au PQI, que vous pouvez effectivement demander dans les cahiers des charges. Oui, pour préciser, hein, bonjour, je suis Guillaume Lamarche de la Poste Immobilier, donc je suis maître d'ouvrage. Pour rebondir sur l'intervention précédente, en fait, d'impliquer l'exploitation maintenance en phase conception, par exemple, c'est pas toujours évident, ça dépend des cultures. De mon côté, moi, j'ai des exploitants qui sont beaucoup dans le quotidien, donc ils sont sur un autre rythme que les projets, où on est plus sur le long terme. Bon, on s'efforce néanmoins de le faire. Après, sur la qualification des intervenants, en fait, je vais faire le parallèle avec le coordonnateur SPS. On a obligation en tant que maître d'ouvrage de s'assurer de la qualification du coordonnateur qui est missionné sur un chantier. Pour la maîtrise d'œuvre, j'ai un peu plus de difficultés. En tant que maître d'ouvrage, j'aimerais avoir un maître d'œuvre qui pilote l'ensemble des prestataires, par exemple. Et j'aimerais que ce maître d'œuvre soit compétent en bâtiment durable. Et je vous avouerai que je n'ai pas trouvé de moyens simples pour garantir ça. Alors, il y a d'une part les qualifications, mais il y a également les expériences et puis la méthode d'approche. Ces deux éléments, expérience et méthode d'approche, peuvent jouer sur les. Alors, l'expérience peut jouer sur le choix de la candidature, hein, c'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas l'expérience demandée, il peut ne pas être retenu. Et puis la méthode d'approche, la méthode de travail, notamment comment est-ce qu'un concepteur a l'habitude d'associer les équipes d'exploitation d'entretien, comment il considère cette phase-là. Ça peut être demandé au niveau des critères. Donc, c'est pas une garantie, c'est pas oui/non comme une qualification, mais ça peut être intéressant dans le choix d'un acteur. Et puis au fur et à mesure du temps, on affine ces critères. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on passe au quiz. Faut pas trop C'est perdre de ça. temps. Alors, on vous invite en parallèle au démarrage de la séquence de retour d'expérience qui démarre maintenant, puisqu'on a pris un peu de retard. En parallèle, alors peut-être c'est pas forcément évident, mais de venir compléter un quiz qui questionne sur ce que vous êtes en train de mettre en œuvre déjà pratiquement dans vos structures et qu'est-ce que vous envisagez de mettre en œuvre dans le futur. Voilà. Donc de se positionner là-dessus. Alors le lien Klaxoon, c'est le même. Je vous l'envoie à nouveau dans le fil de conversation et en même temps, donc, je vais demander à Emmanuel de démarrer la présentation, si ça vous va. Et, hop, pardon. C'est parti pour les retours d'expérience, 2 retours d'expérience du Gard. C'est Emmanuel. Je reviens. Très bien. Alors, à toi. je suis en train de revenir, pardon. J'ai une coupure réseau juste au mauvais moment. Excusez-moi. On l'avait redouté, elle est arrivée. C'est ça. Excusez-moi, bonjour à tous. Bon, je vois à la diapo que c'est à moi de prendre la parole, donc j'ai raté un peu l'étape intermédiaire. Donc voilà, je vais essayer du coup d'intervenir pas trop longuement et puis on procédera aux questions, on profitera des questions-réponses pour échanger ensuite. Donc, je suis Emmanuelle Diez, je suis directrice adjointe de la logistique au département du Gard, chargée de la programmation dans une direction qui a été créée en 2017. Donc, juste avant le retour d'expérience sur Romoulin, je vous explique ça parce qu'en fait, je souhaitais déjà vous expliquer que le département du Gard a engagé sa démarche de transition énergétique et environnementale en 2017, après 5 ans, après l'évaluation d'un plan climat qui avait duré 5 ans. Et ce plan climat énergie territoriale, en fait, portait sur un certain nombre d'axes d'intervention qui étaient tournés vers le territoire
et des axes d'intervention patrimoine et services, comme faisant suite au bilan carbone. Donc en fait, on s'est rendu compte en 2017 que moi je portais ce plan climat, hein, et on s'est rendu compte que finalement tout le volet interne avait beaucoup de mal à porter ses fruits en termes de performance notamment et d'efficience. Et on avait du mal à faire évoluer nos pratiques sur l'impact environnemental de nos bâtiments, de nos véhicules, de notre patrimoine au sens large. Et donc, les élus ont décidé de mettre en place une organisation adaptée pour porter des projets qui soient plus tournés vers l'efficience au sens large. Donc, on s'est rendu compte que pour ce faire, à la fois, évidemment, il fallait cette volonté politique, mais aussi avoir une approche globale du budget. On vient d'évoquer l'impact fort de l'exploitation et dans le coût global de nos projets. Il fallait aussi qu'on dispose de compétences nouvelles, qu'on profite d'innovation, de montages juridiques nouveaux, de l'arrivée de ces commissionnements, de tout un tas d'outils finalement qui n'étaient pas encore déployés dans notre collectivité, qui par ailleurs portaient de très bons projets de bâtiments, hein, c'est pas la question, mais on voyait bien que c'était déconnecté entre une direction qui finalement faisait les investissements et produisait les travaux et construisait des bâtiments neufs et des collèges neufs, et des coûts de fonctionnement, l'évaluation qui était portée finalement par les conséquences étaient portées par d'autres directions qui payaient la facture de fluide, pour citer que cet exemple. Donc ça a été mis en évidence vraiment par cette volonté d'arriver à une obligation de résultat, et donc le souhait de mettre en place de prendre en compte la complexité de ces projets-là, et de créer, comme pour reprendre les termes qu'employait Philippe tout à l'heure, une maîtrise d'ouvrage différente, c'est-à-dire une maîtrise d'ouvrage qui n'était pas celle qu'on entend au sens bâtimentaire du terme, mais en plus de celle-là, une maîtrise d'ouvrage un peu plus globale qui s'attachera à bâtir avec les futurs exploitants et les futurs utilisateurs des sites une programmation un peu plus globale, et puis qui en suivra la mise en œuvre. Donc pour ce faire, ça prend du temps, et on a donc travaillé. Aujourd'hui, je voulais vous présenter deux retours d'expérience, un sur comment on a mené dans ce cadre-là un projet neuf, et puis vous faire un autre retour d'expérience sur comment on a conduit finalement la mise en œuvre de ce nouveau fonctionnement, et puis où on en est aujourd'hui. Donc, on va commencer par ce retour d'expérience sur le projet du collège de Remoulins. Remoulins, donc c'est à côté du pont du Gard. C'est un site d'un collège très ancien. Ça faisait très longtemps qu'on avait identifié ce collège comme un des bâtiments à reconstruire. Donc, on est arrivé en 2017 sur un projet qui avait déjà été étudié. Un premier concours avait abouti pour reconstruire sur site ce collège. Donc, que vous voyez sur l'illustration, les bâtiments préexistants sont en bas de l'écran, hein, dans le périmètre rouge qui est l'emprise de la parcelle. On avait l'ancien collège qui était le long du boulevard en bas, et puis une parcelle qui nous était mise à disposition par la commune pour reconstruire, qui est l'ancien stade qu'on voit bien à l'écran. Donc l'idée, c'était d'avoir un projet de reconstruction sur site. On venait de mener la reconstruction du collège Ada Lovelace dans le cadre de la démarche bâtiment durable Occitanie, qui était déjà une première étape importante pour nous, qui nous avait incité à mettre en place une conduite d'opération élargie en associant notamment les futurs exploitants des sites. Et donc on voulait déployer sur ce projet de Remoulins une démarche un peu plus globale, notamment pour travailler la programmation. Parce qu'en fait, ce site est extrêmement contraint en termes bâtimentaires. Il est situé dans un site exceptionnel qui est celui du périmètre du pont du Gard, donc dans un espace avec une valeur environnementale forte. Il est situé en plein cœur d'un quartier résidentiel, en plein cœur de ville, à côté au centre de Remoulins. C'est un site qui est inondable, qui avait subi la commune de Remoulins est une des communes les plus impactées par les inondations de 2002 dans le Gard, qui avaient vraiment traversé tout le centre-ville. Donc on cumulait, on dirait, beaucoup de contraintes, et qu'on a essayé de transformer comme une nécessité d'appréhender le site avant de décider de reconstruire. Donc pour ce faire, on a
puis une démarche avec une première étape qui était une étude de faisabilité. En gros, on s'est dit, le concours existe, le projet pose problème, on a le bâtiment, on a du mal à l'implanter, on a des problématiques d'inondation qui font que le projet tel qu'il est sorti du concours, ça passe pas. Donc, on va relancer la programmation et on va faire une programmation vraiment, on va prendre le temps parce qu'il avait fallu confirmer avec les riverains la possibilité de faire le collège là. Il a fallu confirmer que le site nous permettrait de le faire. Et donc, on a lancé une étude de faisabilité qui a duré quand même 3 mois, on dirait aujourd'hui, de dérisquage. C'est-à-dire qu'en amont du projet, en amont même de la programmation, on va identifier les intervenants habitants, futurs usagers des sites. On a été chercher les collégiens, le corps enseignant, les habitants, les voisins du quartier, dont certains riverains étaient vent debout contre ce projet qui faisait émerger un bâtiment très important juste devant leur villa. Donc voilà, il y avait vraiment un terreau assez compliqué, on a fait beaucoup de réunions publiques. Et cette étude de faisabilité, elle a été démontrée finalement que le projet, elle nous a donné des arguments pour dire que ce projet, il devait se faire là, il devait se faire dans un site contraint, il devait se faire dans un climat qui allait évoluer, en prenant en compte des risques naturels très forts, mais qu'on pouvait en faire un atout. On pouvait en faire un atout pour les élèves d'abord, pour les occupants permanents, mais aussi pour les entreprises, pour déployer peut-être des nouveaux matériaux biosourcés, des filières locales qui étaient en cours d'émergence. Et donc, finalement, cette première étape de programmation nous a conduit à constituer, rapidement, on va dire, d'abord un petit groupe entre le maître d'ouvrage et le mandataire, les assistants à maîtrise d'ouvrage qu'on est allé chercher sur différents domaines de la qualité environnementale du bâti. Et puis, on s'est adjoint une assistance à maîtrise d'ouvrage pour partir sur le BIM, donc tester là aussi une transition numérique. Premier bâtiment, on s'est dit on va essayer de tester la maquette BIM sur ce projet-là pour essayer d'avoir quelque chose de plus contraint, de plus intégré dans la conduite d'opération. Et comme on était sur un site très à proximité des riverains, on a essayé d'imaginer des démarches complémentaires comme celle de chantier propre, celle d'associer une association pour le réemploi des matériaux existants, etc. Donc on est allé assez loin dès cette phase programmation et ça nous a permis de constituer déjà une vraie équipe de conduite d'opération et une équipe qui a travaillé en phase programmation et qui a ensuite accompagné l'ensemble du déroulement de l'opération. Voilà, ça c'est un peu la phase amont. On reviendra avec les questions si vous souhaitez, parce qu'il y a beaucoup à dire. Je vais essayer d'avancer. Voilà, donc ce que je voulais mettre en avant, c'est effectivement la cohésion qui est apparue face à la contrainte de cette équipe, qui s'est continuée avec un concours qui a fait émerger une équipe de maîtrise d'œuvre très complète. Alors, pour répondre à l'intervention précédente, dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, on avait quand même demandé d'avoir un certain nombre de compétences qu'on ne demande peut-être pas forcément systématiquement. Je pense à des accompagnements de qualité environnementale, à des paysagistes qu'on peut demander dans les groupements de maîtrise d'œuvre qui apportent, par cette vision du paysage, des enjeux, une approche, une méthode de travail un petit peu différente, un peu complémentaire de ce qu'on peut avoir d'habitude. Voilà, donc des groupes constitués, on va dire, de maîtrise d'œuvre aussi, qui sont un peu plus larges que d'habitude peut-être. Et je vous passe la phase chantier qui a été tout de même particulièrement intéressante puisqu'elle s'est déroulée, elle a démarré en avril 2020. Donc vous voyez le contexte dans lequel s'est retrouvé ce chantier. Et finalement, on avait prévu une livraison complète du projet sur 2 ans, donc de avril 2020 à avril 2022. Et finalement, je pense vraiment grâce à la cohésion de cette équipe-là, on aura pris à cause de la crise sanitaire que quelques mois de retard. On a livré en 2 phases, donc la construction du nouveau bâtiment le 1er janvier 2022. Donc les collégiens ont intégré le nouveau bâtiment en janvier 2022.
Et on démolit, on reconstruit, on finit le plateau sportif sur le collège ancien qui est aujourd'hui démoli, et on livre le tout le 28 octobre. Donc on est vraiment sur cette phase de livraison qu'on prend le temps de suivre. Et puis c'est bien parce qu'on a encore les exploitants, les bureaux d'études, le maître d'œuvre, les entreprises sous la main, puisqu'elles sont en train de démolir le collège existant, ce qui est quand même quelque chose de très important pour arriver à accompagner cette livraison. Donc cette livraison, elle s'est faite avec une présence permanente des occupants. On va peut-être juste revenir rapide. C'est le temps qui fait que tu accélères peut-être. Non, je pensais adapter. En fait, c'était juste pour quand même insister sur cette étape-là. Elle est longue, elle est lente. Les futurs exploitants du bâtiment sont donc le collège. Donc là, effectivement, il est présent. Les entreprises qui interviendront via des contrats d'exploitation du collège sont déjà présentes depuis janvier, et donc ont sous la main les entreprises qui ont livré le bâtiment. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase-là qu'on accompagne par des rencontres régulières, et on mobilise actuellement la maîtrise d'œuvre et les entreprises sur des points très particuliers. Donc ces points particuliers qu'on a identifiés et qu'on est en train de traiter, c'est vraiment ce qui est à la confrontation entre ce que font remonter les usagers et les exploitants et les concepteurs. C'est la GTB, ce que disait monsieur sur nos outils de pilotage. Comment aujourd'hui on arrive à avoir des outils de pilotage performants pour nos bâtiments, ou des contrats de maintenance si l'exploitant est externe, avec des obligations de résultats, avec un bon niveau de performance. On se rend compte que ça fait appel quand même à une chaîne de sous-traitance qui est à de l'innovation, et que c'est compliqué de mobiliser vraiment les bons intervenants et de câbler tout ça, parce que câbler techniquement et puis le rendre opérationnel à la fin, avec derrière un OP, c'est-à-dire un ouvrier, un agent du département qui est en poste dans le bâtiment et qui lui va exploiter concrètement, être en capacité d'exploiter cette GTB qui est parfois, on va dire, une Ferrari, mais dont on n'a pas forcément besoin d'utiliser tous les leviers. Donc cette question du pilotage futur du bâtiment, elle est vraiment cruciale, et on est en train d'aller jusqu'au bout du retour d'expérience. Sur la cuisine, alors c'est quelque chose quelque chose que je vous livre comme ça, mais dans les collèges, on a conçu dès la phase programmation, on a associé les futurs exploitants, on a associé les futurs utilisateurs, cuisiniers, etc. Et on se rend compte qu'à la livraison, on a des équipements plus modernes qui obligent quand même à changer de pratique. Et je dis la cuisine parce que c'est un exemple qui illustre peut-être plein d'autres choses. Je pense que les profs, c'est pareil, dans les salles de classe, les tableaux numériques, c'est pas quelque chose qui est spontané. Donc ça aussi, livrer un outil important comme une cuisine de collège, ça nécessite vraiment des réunions spécifiques. Donc on va conduire spécifiquement là-dessus. Il y a la chaufferie bois. On est sur un collège qui est en secours bois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gaz du tout. Ça fait partie des gros points d'efficience qu'on avait remarqué, c'est qu'on a toujours des surdimensionnements très importants des appareils de chauffe dans nos bâtiments. Donc le précédent collège qu'on avait livré, il y avait une chaudière bois avec du gaz en secours, et là on a du bois avec du bois en secours. Donc normalement on est totalement prêt à partir sur cette deuxième saison de chauffe. La première s'est plutôt bien passée, donc on n'est pas très inquiet. Mais voilà, c'est quand même des adaptations, c'est un nouveau mode de travail, c'est des contrats d'approvisionnement qui doivent prévoir des prestations. Voilà. Donc on est en train de caler tout ça. Et pour finir, ce que je voulais juste évoquer aussi, vous livrer, et puis on échangera après, c'est la diapo suivante, c'est sur cette transition numérique finalement. La maquette BIM, en fait, elle a été pour nous l'occasion de tester cette première maquette, de tester, pour nous et le maître d'œuvre, ensemble, on va dire, comment nos entreprises étaient en capacité de bâtir une maquette efficace pour la phase chantier. Pour la phase conception, d'abord, on l'avait dès le concours, puis la phase conception, donc on a pu tester des choses. C'est resté un peu dans la sphère, je dirais, technique pendant toute la durée du chantier, et aujourd'hui, on a une sphère exploitation qui a pris la main sur la maquette.
Donc, on a embauché un chargé de mission dédié à cette exploitation de la GT, du BIM au niveau du département pour la phase exploitation maintenance. Donc, cette personne est en train de travailler avec l'architecte pour simplifier cette maquette qui est beaucoup trop complexe pour ensuite suivre l'exploitation et la maintenance du bâtiment, mais qui a tout son intérêt pour qu'on puisse récupérer les données mais uniquement, je dirais, les données qui sont nécessaires pour la suite. Donc, on est en train d'en faire un gabarit, tirer un gabarit de données alphanumériques qui accompagneront cette maquette graphique et qui vont nous être utiles pour assurer, pour constituer en fait la référence de d'autres maquettes à venir avec lesquelles on va pouvoir exploiter, améliorer l'exploitation et le pilotage de nos bâtiments existants. Donc voilà, on est en train de faire cet équilibre et on est en train d'aboutir à un nettoyage, un toilettage de cette maquette peut-être qu'elle est livrée pour avoir un bâtiment efficient dans son fonctionnement et en suivre le pilotage et l'exploitation future. Ce qui n'est pas évident puisqu'en fait une maquette, on se rend compte là actuellement que ce qui nous est livré, c'est pas si simple de le mettre à jour. Voilà, par exemple, hein, en petit retour d'expérience spontané comme ça. Voilà, je vous propose de débriefer avec vos questions parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on aborde à travers cet exemple-là. Et je pense, Philippe, peut-être que c'est un moyen de donner de la matière et du grain à moudre à ta présentation précédente. Emmanuel, tu veux que je fasse une petite synthèse? Oui, s'il te plaît, oui. Juste avant que vous livriez vos questions, juste un commentaire, si vous permettez. Moi, j'ai trouvé la présentation d'Emmanuel très intéressante. Il y a plein de choses à dire. Une organisation qui associe bien les différentes équipes, à la fois projet et puis exploitation maintenance. Un budget qui est en coût global, qui est arbitré en coût global. C'est quand même assez original. J'ai noté aussi une gestion du temps, hein, ne pas hésiter à passer du temps sur des phases amont, là où on définit ce qu'on veut faire. Donc la gestion du temps est importante. J'ai noté le mot tester. Et effectivement, on est dans une phase où il faut oser expérimenter. Quand on expérimente, on mesure le risque que l'on prend. Hein. Il faut justement dimensionner ce risque. Mais le terme d'oser, j'aime bien. J'ai noté aussi surdimensionnement. On a effectivement parfois des surdimensionnements des équipements, notamment électriques et énergie. Et donc, il faut y prendre garde. Et puis, j'ai noté la réflexion en termes de BIM, avec un BIM orienté exploitation. Voilà, c'est effectivement ce qu'on doit faire. Encore une fois, on retrouve l'exploitation au cœur du sujet. Hein. Le BIM projet, finalement, n'intéresse pas trop le maître d'ouvrage, si ce n'est pour vérifier que la synthèse est bien faite, alors que ce qui est intéressant, c'est l'exploitation. Voilà les quelques enseignements rapides que j'avais envie de tirer de cette richesse de l'expérience du Gard. À vos questions maintenant. Oui, la question porte là-dessus, en fait. Concrètement, l'exploitant, comment il va s'emparer de l'outil? Est-ce que ça implique qu'il a la licence? Enfin, il y a tout ce qui va avec. Alors aujourd'hui, donc sur un collège, il y a plusieurs niveaux d'exploitants. Il y a le collège lui-même, puisqu'en fait, il est autonome dans son... Je pense que c'est le cas un peu généralement, mais en tout cas dans le Gard, le collège prend ses contrats. On a notamment les contrats de maintenance, par exemple, de la chaufferie, et puis un contrat d'approvisionnement. Donc ce qu'on a prévu, déjà, c'est que toute cette année de GPA, on assure bien sûr la fourniture d'un premier contrat type qui doit lui permettre de prendre la suite. Donc déjà, là, on va avoir des exploitants professionnels qui arrivent avec leur propre système d'exploitation. Vous parliez de licence, c'est exactement ça. On a un deuxième niveau d'exploitant qui est la régie du département. En fait, on a dans le périmètre de la direction, on va en parler, les services qui feront les travaux futurs, les gros travaux de maintenance du collège. Et donc, eux aussi ont une réflexion chez nous en interne de quel outil j'ai besoin pour avoir une bonne connaissance du bâtiment dans le cadre des gros travaux de maintenance que je vais faire demain. Et puis, il y a un troisième, donc l'exploitant, là, en l'occurrence, ce sera la régie du département.
Et puis, il y aura peut-être, là, ce n'est pas le cas sur Romoulin, mais on réfléchit sur des contrats avec une obligation de performance. Et donc là, effectivement, il y aura un exploitant qui sera un tiers. Donc aujourd'hui, le logiciel, on cherche une solution, on est en train d'en creuser plusieurs, parce qu'elles existent, de systèmes de pilotage qui va nous permettre de réintégrer les données de la maquette. C'est tout le travail dont je parlais de gabarit, en fait. Ce gabarit, c'est à la fois un nettoyage qui est fait de la maquette qui nous est livrée, je dirais la maquette chantier, on va dire, et de voir des données de cette maquette qui nous sont utiles en exploitation maintenance. On va essayer de les faire remonter dans un entrepôt, en fait, de données, pour pouvoir aller les interroger et les actualiser depuis notre propre système d'exploitation, ou permettre à un autre exploitant tiers de le faire depuis le sien. Donc aujourd'hui, on est livré avec une GTB, avec un logiciel d'exploitation intégré, je dirais, mais qui est fermé. Et c'est la difficulté qu'on a. Je lis les commentaires. Je n'ai pas la page. Alors peut-être qu'on va prendre une dernière question, parce que je vois qu'il nous reste un quart d'heure pour faire part du deuxième retour d'expérience et conclure. Voilà. Donc, est-ce que la question Boss est peut-être un peu très fouillée, et on y répondra peut-être dans le chat. Enfin, je ne sais pas, sauf si Emmanuel, tu penses pouvoir apporter une réponse rapide là-dessus. Sur quoi, pardon? Avant de passer, alors c'est Pierre-André, je crois que peut-être que Nathalie pouvait relayer, mais quand on parle de BIM et de maintenance BIM, il est nécessaire de parler du BOSS. Voilà. Oui. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire. Je suis volontaire pour y assister pour la suite. Je crois que c'est ça. Donc, on va passer à au deuxième retour d'expérience. Et je vais partager. Hop. Je te laisse partager du coup l'écran. Oui, c'est ça. Pardon, j'étais pas en phase. Le deuxième retour que je vous proposais de partager, c'était celui un peu plus global sur comment on a mis en place une stratégie patrimoniale finalement. Cette programmation, quand on évoquait une deuxième maîtrise d'ouvrage plus globale au niveau du département, on s'est rendu compte effectivement que le terme de maîtrise d'ouvrage, finalement le maître d'ouvrage d'un département, c'est son président. C'est-à-dire que c'est la collectivité qui doit être en capacité de définir son besoin. Et c'est cette traduction des différents enjeux, elle démarre par la gestion du parc immobilier. Alors, bien sûr, le décret tertiaire vient rappeler aux propriétaires et aux maîtres d'ouvrage qui ont un parc multiple l'importance d'avoir une vision globale de l'efficience de ces bâtiments. Et dans le Gard, en fait, on a, à l'issue de ce programme de transition de 2017, également mis en place l'organisation qui permettait de faire cette transition. Je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, mais il y avait deux directions en fait. Une direction qui avait la vision des bâtiments dont on est propriétaire, sur laquelle elle peut faire des travaux, et donc construire ou maintenir, exploiter, entretenir. Alors, on a depuis toujours une forte présence de la régie départementale, c'est un atout qu'on a. C'est-à-dire que nos exploitants sont des ateliers en régie, pour le parc administratif du département en tout cas. Et puis, on avait une autre direction, moyens généraux, je dirais, qui portait du coup la facturation, l'achat, la vente des biens, les assurances, les fluides. Donc, c'est ces deux directions qui avaient chacune leur budget, l'une essentiellement en investissement, l'autre essentiellement en fonctionnement. Et donc, dès 2015-2016, en fait, on a travaillé sur une réorganisation nous permettant de faire fusionner, pour cette approche en coût global, le fonctionnement de ces deux directions. Je vais le passer rapidement après, mais donc voilà, en deux mots, le parc, c'est 220 bâtiments en plein usage, plus 53 collèges. Or, la politique départementale, c'était celle de l'éducation qui pilotait essentiellement les investissements orientés vers les collèges, puisqu'en fait, politiquement, c'est là qu'il y a un utilisateur direct sur le territoire. Et les bâtiments administratifs
les centres d'exploitation, les CMS, tous nos bâtiments, notre parc immobilier interne, je dirais, était un petit peu moins... c'est plus compliqué, tout simplement, hein, de mobiliser de l'investissement là-dessus. Et c'est la transition énergétique aujourd'hui, la nécessité de transition écologique, le changement climatique. On arrive sur, finalement, en 2015-2016, une politique départementale qui vient porter la nécessité de faire des bâtiments durables. Le pacte de Cahors qui limite l'évolution des coûts de fonctionnement, des charges de fonctionnement des collectivités, là aussi, c'est des raisons qui ont mobilisé les élus pour qu'ils viennent réinvestir. Qu'est-ce qu'on fait de notre parc globalement? Donc, je vais essayer de faire assez synthétique, mais l'idée, c'était de dire, on a un parc qu'on utilise et qu'on exploite. Quel est le parc sur lequel on peut agir? Déjà, qu'on en soit propriétaire. On va essayer de limiter les locations. On va devenir propriétaire et se donner les moyens d'agir techniquement sur notre parc. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est est-ce que tout est utile? La présence sur le territoire du département, elle est utile partout et c'est renforcé. Aujourd'hui, c'est vraiment la volonté de la présidente d'être présent partout sur le territoire. Pour autant, est-ce que pour ce faire, on ne peut pas optimiser l'usage de nos bâtiments? La troisième question, c'est est-ce que c'est faisable? C'est-à-dire que est-ce qu'effectivement, on va avoir la capacité, les moyens d'agir et d'intervenir sur ces bâtiments. Donc, fort de ces trois enjeux-là, on a... je trouve la diapo suivante, s'il te plaît. Sandrine, voilà. Donc, on a testé déjà ce travail-là, on l'a mené sur la ville de Nîmes. En deux mots, vous avez deux cartes. Alors, je ne sais pas si on voit très très bien à l'écran, mais enfin, vous avez l'ensemble des sites qui concouraient, qui accueillaient toutes les directions du centre de Nîmes. Donc, il y a 4 directions générales adjointes. On en a regroupé 2 dans un nouveau bâtiment récent, performant, dont l'aménagement intérieur a été réalisé par nos soins dans une démarche bâtiment durable Occitanie aussi, donc avec une assistance à maîtrise d'usage, avec la programmation telle qu'on l'avait envisagée. Et donc, on a intégré 450 agents dans un seul bâtiment. On a supprimé beaucoup de locations. On a gagné 1,5 million d'euros de capacité de fonctionnement annuel en supprimant ces locations. Et on a recentré, finalement, ces directions dans un bâtiment dont on est propriétaire, qu'on maîtrise. Bon, j'ai fait un petit calcul. On a réduit de 35% la surface occupée par ces agents-là. Et on a gagné près de 450 000 kWh par an de conso. Voilà, c'est vraiment un petit calcul, mais ça vous donne un ordre d'idée de ce que ce travail-là, qui a duré 5 ans à peu près, un peu moins 4 ans, a nécessité. Donc c'est long, mais ça vaut vraiment la peine déjà de réduire son parc et d'essayer de concentrer les équipes. La deuxième slide, je pense, porte sur notre organisation. Je vous en ai touché un mot, mais c'est vrai que se doter des moyens et d'un service, du coup, cette programmation qu'on a créée, qui n'existait pas sous cette forme-là, ça a permis de piloter une direction de la construction, on va dire, et de l'exploitation, de la maintenance des bâtiments qui était dédiée à des commandes un peu successives. Là, on a essayé de les mettre au service d'une politique départementale et on a organisé la relation avec les commanditaires. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une direction de l'éducation qui commande un collège à mettre en relation avec une priorité qui est celle d'un bâtiment administratif, là, on a réussi à mettre en place, je dirais, une politique, une gouvernance unique et globale dans laquelle on a créé un service transition énergétique qui est l'exploitant énergétique, l'ingénierie qui a apporté sa compétence vraiment à la programmation. Donc, on a aujourd'hui une organisation avec un service programmation qui pilote toutes les interventions, en tout cas qui intervient en préalable des plus grosses interventions des services opérationnels. C'est une refonte d'organisation qui est lente et complexe, mais qui porte ses fruits, vraiment. Et aujourd'hui, on a du coup des exploitants qui sont totalement intégrés à cette phase programmation dans une organisation plus complexe, mais plus intégrée. La diapo suivante. Donc voilà, rapidement, rappeler qu'avec le décret tertiaire aujourd'hui, on est forcément en marche vers quelque chose de plus global à l'échelle de la rénovation de nos bâtiments.
Voilà, on va passer les dernières diapos parce que vous les aurez. Et l'idée, c'était juste de rappeler que oui, on intervient sur les travaux, mais on a aussi valoriser et légitimer ce travail, intégrer complètement le travail sur les contrats d'approvisionnement, sur la nécessité de mettre en place des petits équipements, peut-être pour répondre aussi à ce que disait monsieur tout à l'heure de l'Université de Lyon, la nécessité de prendre les attentes des équipes techniques d'exploitation et de maintenance des bâtiments pour venir rajouter dès la phase où on a la capacité d'investir, ce qui sera pratique dans un deuxième temps pour faciliter l'exploitation de ces bâtiments et les optimiser, et y compris le traduire dans des contrats de maintenance et d'entretien. On n'a pas de contrat de performance aujourd'hui, on est dans des contrats de maintenance plus classiques, mais on essaye d'être vigilant sur les résultats. Et puis le dernier axe, bien sûr, c'est les occupants avec les éco-gestes. Voilà, les 2 dernières diapos, c'était vraiment pour rappeler l'importance de travailler au quotidien avec les utilisateurs, les usagers. Donc ce service transition énergétique, il est aussi là pour rappeler la transversalité, revenir, être en capacité de porter des animations, de la sensibilisation, avant d'arriver à l'automatisation et au pilotage, parce que c'est possible hein, d'automatiser, de piloter. On va le faire aussi, on va le renforcer, même dans le cadre du plan de sobriété énergétique. On voit bien qu'on va essayer de gravir cette dernière marche. C'était l'objet de la dernière diapo, c'était de rappeler cette pyramide en fait sur laquelle c'est la diapo suivante, Sandrine, sur laquelle on s'appuie, qui est travailler avec les occupants sur les comportements individuels, mais aussi piloter, optimiser nos bâtiments, voir les remontées d'alerte, mettre en place l'hypervision. Et puis ensuite, quand on en a la capacité et les moyens, faire les travaux de réhabilitation, mais à plus long terme, et développer les énergies renouvelables. C'est le dernier axe sur lequel on travaille aussi en parallèle. Voilà. Donc on n'est pas du tout le maître d'ouvrage idéal, hein, mais on est à votre disposition pour échanger et faire des retours d'expérience sur ce qui marche et marche pas là-dedans, parce que tout ne marche pas du premier coup. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire un peu aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci. Emmanuel, il n'y a pas vraiment de questions. Il y a eu des échanges sur le salon IBS qui concerne le BOSS qui va venir prochainement. Donc, je propose à donner la parole à juste un commentaire. Philippe, si tu veux. Juste un commentaire. Je crois qu'on a droit à l'erreur. Quand on ose changer de pratique, il faut qu'on ait droit à l'erreur. Alors, ça nécessite de négocier ça avec son supérieur hiérarchique, son élu, sa direction, mais c'est important. Et Emmanuel l'a dit, on n'y arrive pas forcément du premier coup. Et donc, ce droit à l'erreur est important. Il ne s'agit pas de chercher l'erreur, bien sûr, il faut éviter de mal faire. Mais c'est important hein, qu'on se dise que quand on ose, eh bien, on prend un risque et donc on prend le risque d'échouer. En général, on n'échoue pas complètement, mais partiellement, oui, ça peut arriver. Voilà, ça prend le commentaire que je voulais faire. Sinon, la présentation d'Emmanuel était très explicite. Merci, Emmanuel. Merci, Philippe. Oui, pour la question sur les outils sensibilisation des occupants, écoutez, on est en train de finaliser le plan de communication de notre plan de sobriété. Donc ça, c'est la dernière étape, c'est l'actualité, hein, par nécessité. On a des consommations énergétiques qui vont être multipliées, enfin des factures énergétiques, pardon, qui vont être multipliées par 2,5 au 1er janvier 2023, donc multipliées par 2,5 pour l'électricité, et sauf intervention hein, de l'État pour nous aider, par 4 sur le gaz. Donc le département sur ces bâtiments propres, c'est moins impactant pour le gaz. Les collèges, ça va être terrible. Et donc pour ça, on est en train de finaliser un plan de sobriété énergétique avec un plan de communication. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous le mettre à disposition, bien sûr. Donc, effectivement, on n'a pas trop le temps de regarder ce qui a été proposé dans notre petit quiz. Et je vois qu'il y a quand même quelques contributions à la fois sur des outils qui ont été cités déjà
Voilà. Donc là, je vous propose qu'on fasse une synthèse ultérieurement et je passe directement la main à Cyril Royer de la région qui, en tant que témoin de cette communauté et puis de cette journée dédiée. Je participe aussi au groupe de travail, donc merci. Moi, je tenais à remercier Emmanuelle Diaz pour ce temps qu'elle a consacré à ce groupe de travail et à cette présentation, pour ce partage d'expériences et de méthodes. Même nous, à la région, on est toujours preneurs aussi de partager avec d'autres collectivités et d'autres maîtrises d'ouvrage, et avec aussi les opérateurs du terrain. Moi, je remercie aussi tous les participants qui ont tenu jusqu'à cette pause méridienne, donc je sais que ce n'est pas simple de tenir. On espère tous collectivement avoir répondu à certaines de vos attentes. C'est vrai qu'il y a d'autres actions, d'autres informations et webinaires qui sont à venir. J'ai compris par Sandrine qu'Envirobat, très prochainement, va mettre en ligne le support et la vidéo. Moi, je tenais à rappeler effectivement l'intérêt de cette démarche que soutient la région Occitanie, qui sont offrir par le biais du plan bâtiment durable une vitrine, donc une visibilité gratuite à tous et à toutes, y compris aux TPE, PME et aux artisans qui font des bonnes actions, qui ont des bons projets. Voilà, c'est aussi diffuser les bonnes pratiques et valoriser. Et derrière, c'est aussi ce qu'on est en train de vivre là par ce webinaire, c'est aussi diffuser les bonnes pratiques. Donc là, ceux qui sont encore présents à cette heure tardive, ils peuvent aussi contribuer et transmettre des exemples de projets. On est en recherche aussi de cahiers des charges, par exemple, pour diffuser, pour consulter des AMO, des maîtrises d'œuvre de façon plus conséquente. Donc, je n'ai pas détaillé le contexte économique, Emmanuel a bien évoqué l'augmentation des prix d'énergie, l'augmentation, on a par ailleurs des prix des matières premières. Donc, on a une obligation, une injonction de sobriété sur nos projets, et donc on doit remettre en question nos pratiques. Et j'espère que tous ces webinaires qu'on partage avec l'ADEME et Envirobat pourront répondre en partie ou totalement. Moi, qu'est-ce que j'avais noté une petite chose à vous dire. Effectivement, voilà, il y a d'autres webinaires, mais je pense que c'est Nathalie Gontiès de l'ADEME qui va vous en parler. Donc, merci à vous tous d'avoir tenu jusqu'à là. Merci. Oui, juste pour finir, donc l'agenda des prochains jours. Là, donc le 21 octobre, un webinaire sur le commissionnement, le 28 sur l'approche en coût global, le 18 sur les marchés globaux de performance, et notez aussi dans vos agendas le 9 novembre, une journée organisée à proximité de Toulouse, là où le matin sera dédié à des informations de la DREAL dans le cadre des journées qualité construction qu'ils organisent tous les ans, et l'après-midi, une concertation des acteurs du territoire sur la feuille de route décarbonation du bâtiment. Donc là, c'est organisé par le plan bâtiment durable national qui vient donc à Toulouse le 9 après-midi pour échanger avec vous tous sur des propositions, comment décarboner nos bâtiments. Alors le 9, c'est en cours, mais sur l'existant, il y a encore du travail. Et enfin, le 29 novembre, la conférence annuelle du plan bâtiment durable Occitanie, où là aussi, donc, on valorisera des acteurs et des retours d'expérience. Et là, ce sera à Montpellier. Merci à tous, et j'espère que visiblement le sujet a plu. Donc on va continuer, on vous associera et on verra s'il y a d'autres thématiques qui peuvent être développées à travers ces webinaires. Bonne journée et bon appétit à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.